Ici. Donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne scrollez pas, ça risque de vous plaire. Alors ce matin, j'ai la chance de recevoir Loïc Landreau. Loïc Landreau, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le plateau d'Artop TV. Alors on peut dire que vous êtes un homme de médias puisque vous êtes à la fois présentateur, télé, radio et surtout un grand passionné de cinéma. Vous êtes aussi formateur à la prise de parole en public. Et depuis peu, vous êtes jeune auteur, puisque vous venez de publier aux éditions Jouvence votre premier livre, Oser la lumière. Alors l'idée, elle est à la fois ludique et universelle, c'est-à-dire que vous proposez à vos lecteurs de révéler leur plein potentiel grâce aux répliques les plus inspirantes du cinéma. C'est ça. Bon, c'est très bien résumé pour l'instant, bravo. Bon, je suis contente, merci beaucoup. Alors moi, au-delà de votre passion pour le cinéma qui transpire à chaque page de ce livre, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est les hommages rendus. Oui. C'est-à-dire que on sent que chaque rencontre pour vous a été marquante et a été signifiante. Alors je pense à Claire Stride, je pense à Lorenzo Pacino. Pancino. Attention, on n'écorche pas les noms, mon Lorenzo. Oui. Et surtout à votre meilleur ami, Emmanuel Fricero, avec qui vous avez fait vos premières armes devant et derrière la caméra. Alors, c'est important pour vous, ça, de rendre hommage. Ça fait partie de vos valeurs et de votre art de vivre? Oui, parce que je pense qu'on ne remercie jamais assez les gens qui ont laissé justement de la lumière sur notre chemin, ne serait-ce qu'une petite étincelle. Bon, pour eux, ça a été une très belle flamme, mais déjà, j'ai l'impression qu'on ne se dit pas assez qu'on s'aime, qu'on s'estime, qu'on a de l'amitié pour quelqu'un. On valorise pas assez les choses qu'on fait ensemble. Et pour moi, c'était important de rendre hommage effectivement à ceux qui, à un moment donné dans ma vie, se sont trouvés sur mon chemin et m'ont permis d'avancer, de faire un pas. Ça a été le cas donc pour Claire Street, qui est une coach en neurosciences et qui m'a permis de monter sur scène avec le spectacle Oser la lumière, parce que c'est d'abord un spectacle avant d'être un livre. À Emmanuel, évidemment, qui est un ami d'enfance et avec qui on a commencé à écrire des films quand on avait 14 ans, et puis avec qui on a fait des courts-métrages, des moyens-métrages, des séries, des longs-métrages, et on a gagné des prix à travers le monde avec ça. Donc c'est quelqu'un qui me suit dans mon parcours évidemment. Lorenzo Pancino, qui est une ancienne voix off, notamment la voix du Dîner presque parfait sur Feu. Enfin à l'époque c'était sur M6, puis maintenant c'est W9, et ancien animateur télé, radio. Il m'a formé à la voix off et ça a été aussi pour moi un vrai moteur parce qu'il m'a appris énormément de choses à la fois pour la voix, mais plus que ça, pour aller chercher les intentions, les émotions. Donc et puis il m'a surtout transmis un triptyque très intéressant que j'ai mis dans le livre pour la prise de parole en public: sourire, enthousiasme et conviction. Je pouvais pas écrire ce livre et citer ce triptyque sans rendre à César ce qui appartient à César, quand même. C'est la base du journalisme, messieurs, dames. Hein. On ne pique pas les idées des gens. On cite les sources. On cite les sources, toujours. Bon, alors ce livre que vous publiez, c'est un guide de développement personnel. Alors le développement personnel, c'est une matière vivante. C'est pas forcément facile d'écrire là-dessus. Comment justement vous avez géré vos propres doutes durant l'écriture de ce livre? Le doute, en fait, il était plutôt au début, à l'amorçage, je sais pas si ça se dit, parce que j'avais posé depuis déjà 2 bonnes années quelques paragraphes par-ci par-là sur un Word. J'avais mis quelques répliques, quelques grandes idées, mais j'avais pas eu encore le déclic. Je savais que je voulais le faire, mais je savais pas comment, je savais pas si ça avait un but, je savais pas vraiment si quelqu'un le lirait ou si ça aurait du sens. Donc le doute, il était plus là, parce que du moment où j'ai commencé à écrire les 40 premières pages, j'ai rencontré mon éditrice, c'était fin janvier, et elle m'a demandé le manuscrit pour le 22 avril. D'accord. Faut dire que c'est assez court, hein, pour les gens. Il faut que vous sachiez que 4 mois d'écriture pour un livre de 200 pages, c'est assez court. Donc en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de douter parce que j'étais vraiment dans l'action. Et paradoxalement, j'ai douté sur des toutes petites choses, des idées de pertinence. Est-ce que c'est le bon film que je mets? Est-ce que c'est pas le bon? Donc des fois, au début, j'en avais mis que j'ai supprimé. Et puis que j'ai remis, donc j'ai dû tout réécrire parce que évidemment moi quand je supprime tout, je garde pas dans un coin. D'accord. Ce serait trop facile, donc j'ai été obligé de réécrire. Donc
voilà, c'est pour dire qu'il y avait pas de gros doutes dans le cheminement, mais il y avait vraiment des micro-doutes tous les jours sur la pertinence d'une phrase, d'un mot, et on était vraiment sur de l'orfèvrerie, quoi. Il y avait des nuits où je me réveillais parce que j'avais enfin le mot que je cherchais pour la phrase que je voulais écrire. Donc tout de suite, voilà. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Mais le doute, c'était surtout, est-ce que quelqu'un attend ce livre? La réponse étant évidemment non, puisqu'on n'attend pas forcément les œuvres d'art avant qu'elles n'arrivent. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que des gens pourraient y trouver quelque chose, tout comme ils y trouvent quelque chose dans le spectacle que je propose ou dans les formations à la prise de parole en public que je fais? Eh ben la réponse a été oui, puisque j'ai la chance d'avoir de très bons retours sur le spectacle et les formations. Donc je me suis dit, bah, allons-y. Là, vous êtes content des retours que vous avez? Je suis extrêmement plus que content. Je suis touché. Je suis bouleversé Pourquoi? parce que les gens qui me font des retours me disent ce que j'ai voulu faire. Je m'explique. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais vraiment pour ambition de faire quelque chose de bien précis, de donner des valeurs, des idées, de transmettre des émotions. Et quand j'ai écrit, j'ai mentalisé ça. C'est-à-dire que vraiment, je voulais faire ça. Et quand aujourd'hui, à la lecture, les gens me disent «Ah, mais j'ai été touché par ceci, j'ai trouvé de l'émotion là-dedans, j'ai trouvé que c'était très sensible, j'ai trouvé que tu as une écriture tendre», ça me fait vraiment du bien, j'en suis bouleversé parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Et donc, je suis content que les lecteurs aient compris la sincérité, en tout cas, que j'ai voulu mettre à l'intérieur. Et je pense que c'est le plus beau cadeau, au-delà des ventes, au-delà de la promo, des podcasts, etc. Je pense que ce qui me touche le plus, c'est quand je reçois des messages sur Instagram ou les réseaux de quelqu'un que je ne connais pas, comme ça a été le cas ce matin sur LinkedIn, et qui m'a dit j'ai lu votre livre, j'ai entendu votre interview sur tel média, ça m'a inspiré, merci. Bah, juste ça, j'ai gagné. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vrai que dans ce livre, vous vous mettez beaucoup à nu. Mhm. Et De façon figurée, hein, n'est-ce pas? il y aura peut-être un scoop à la fin de l'émission. De façon figurée, n'allons pas créer Non, mais c'est vrai que pour un homme, c'est assez rare Oui. de révéler finalement ses failles et de se mettre comme ça un petit peu à nu dans un livre. On y reviendra un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à votre livre, c'est comment vous avez travaillé. Parce que ce livre, c'est un peu le fruit, on va dire, de toutes vos passions. Donc, que ce soit à la fois le cinéma, l'entrepreneuriat, et surtout, on sent ce désir ardent chez vous de transmettre ce que vous avez appris. Et donc, justement, en 20 ans d'expérience, qu'est-ce que vous avez pu noter, remarquer, qui vous a poussé justement à écrire ce livre qui, comme vous l'avez dit, est aussi un spectacle qui s'appelle Oser la lumière que vous jouez sur scène depuis 2021. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que j'ai noté? Un petit peu comme je disais tout à l'heure, je crois que j'ai noté qu'il y avait plus assez de tendresse dans les relations humaines. Et donc c'est quelque chose que j'ai intégré dans les formations à la prise de parole en public d'abord. J'ai noté que beaucoup de gens étaient très contraints ou se contraignaient tout seuls dans la vie, c'est-à-dire que au lieu d'accepter finalement ce qu'ils sont, ils se mettent derrière des barrières, ils essaient d'avoir des postures, alors ils viennent en plateau, bonjour, je suis le directeur général de machin, et puis passer ça, il n'y a plus rien. Il y a que de la froideur, il y a que de la distance, il y a que de la sécheresse. Et, et j'ai voulu du coup avec les formations, le spectacle et le livre, recréer chez les gens cet appétit de soi, c'est-à-dire regarder ce qu'on est de façon tendre, bienveillante, et avoir envie de le transmettre aussi. De pas rester derrière des murs. Alors c'est très compliqué parce que pour des dirigeants d'entreprise par exemple, eh ben, il faut qu'il reste quand même des dirigeants d'entreprise. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se livrer parce qu'ils se disent si on comprend, si on voit qui je suis, je vais peut-être perdre en leadership. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a interpellée. Vous dites la différence entre eux et nous, donc entre les chefs d'entreprise et finalement un lambda, c'est que eux savent faire semblant. Exactement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tous les chefs d'entreprise que j'ai reçus, notamment sur BFM Business et maintenant sur d'autres médias,
quand on les voit dans les coulisses, ce sont des gens extrêmement angoissés. Ils sont là avec leur chargé de communication qui leur a bien écrit toutes les réponses et tous les grands axes qu'ils devaient dire. Et alors, comment ça va se passer? On va être en direct, pas en direct? Je suis filmé comment? Et là, est-ce que je suis bien? Mais attends, qu'est-ce que je dois dire effectivement? Ah oui, c'est ça, il faut que je parle là-dessus. Et en fait, moi, j'ai envie de leur dire, mais calmez-vous et dites-nous ce que vous avez dans le cœur. C'est quoi que vous avez dans le bide en tant que dirigeant d'entreprise? Pourquoi vous avez choisi cette vie fragile de dirigeant avec tout ce que ça comporte, les risques de faillite, les produits à vendre, le management, les impôts, etc. Pourquoi vous avez choisi cette vie-là plutôt que d'être dans l'administration en CDI pendant 40 ans et partir à la retraite à 60 ans avec une belle retraite? Pourquoi vous avez choisi de vous mettre en danger à ce moment-là? Mais dites-le nous en fait. Dites-le nous, partagez-nous ce que vous avez dans le bide. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois, et c'est ce que j'ai noté aussi dans les médias sur certains journalistes qui passent à l'antenne avec d'abord une conscience d'eux avant d'avoir la conscience de l'autre. Et ça me gêne toujours. Quand Oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'il faut avant tout oublier son ego et privilégier le message. Voilà, le message avant l'ego. Mais ça, c'est très difficile. Bien sûr que c'est très difficile, mais ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de dons de soi, de s'oublier. Oui, mais ça demande avant tout de le faire. Ça demande avant tout d'y penser. Ça demande avant tout, quand on rédige un communiqué de presse, quand on pitche son entreprise, quand on va prendre la parole n'importe où, c'est d'abord de se dire, n'oublie pas, Vanessa, Loïc, l'important là maintenant, c'est pas moi, c'est pas ma petite personne, c'est pas si j'ai des rougeurs, pas des rougeurs, si j'ai un t-shirt serré, pas serré, peu importe. C'est pas ça. Vous parlez de moi, là. Non, je parle de moi, qui suis dans un t-shirt noir trop serré, tout simplement parce que je mange trop de frites. J'ai un t-shirt trop serré, c'est pas grave. Donc, oui, mais sur une femme, c'est quand même différent. Bon, bref. Parenthèse refermée, l'idée, c'est de se concentrer plus sur l'autre, faire preuve d'empathie et surtout faire passer son message. Je veux dire quoi en vrai? Mais en vrai, dans la vérité, dans ma vérité. Pas qu'est-ce que je vais dire comme tous les autres disent aussi. Parce que ça, c'est chez les entrepreneurs, c'est le défaut pour moi numéro 1, c'est que tout le monde part de la même manière. Tout le monde a le même vocabulaire, tout le monde a les mêmes pitchs. Il y a un discours formaté. Il y a un discours formaté avec nous avons un savoir-faire à 360 degrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction de nos clients. Je vois ça quasiment partout. Alors, comme vous abordez ce thème, je vais en parler maintenant parce que justement, il y a une valeur cardinale pour vous, c'est l'authenticité. Vous dites voilà, il faut être authentique. Mais c'est quoi l'authenticité justement? L'authenticité, c'est d'accepter d'être en public le plus possible comme on est dans la vie. C'est pas facile parce qu'on peut pas tout donner, on peut pas tout montrer évidemment. Mais si vous avez de l'humour, si vous aimez, je sais pas moi, chanter, si vous aimez, si vous faites du théâtre, si vous aimez le cinéma asiatique, si peu importe, essayez de faire rentrer dans vos prises de parole en public, dans votre quotidien, dans vos relations, ce qui vous compose. Pourquoi garder ce qu'on est au lieu de le proposer tout simplement aux gens en disant voilà, je suis dirigeant d'entreprise par exemple, si on prend cet exemple, mais je suis aussi fan de manga et je suis aussi fan de jeux vidéo et j'adore chanter dans les karaokés Dalida ou Claude François. Alors ça crée du lien avec son auditoire, mais est-ce que vous pensez qu'on peut être à la fois authentique et charismatique, c'est-à-dire porter son message avec force tout en étant proche des gens? Est-ce que c'est possible? J'en suis absolument persuadé. Je pense même que l'authenticité mène au charisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que plus on s'assume, plus on dit qui on est, plus on est serein avec son image. Première chose. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question de ce que les autres vont penser de nous. Parce que nous, on est en accord avec ça. On sait qui on est. On fait des blagues sur les frites, on parle des t-shirts qui sont trop courts, on fait des blagues. Ça fait partie de moi. Je peux pas faire autrement que proposer ça là maintenant. Parce que c'est moi, voilà. Du moment où c'est accepté et finalement proposé aux gens, j'ai pas à avoir honte de ça. Donc du coup, ça me rend plus confiant parce que je vous propose moi. Si vous en voulez pas, c'est votre problème à vous, mais c'est plus le mien. Parce que moi, je suis aligné avec qui je suis. Et je sais ce que je vous propose. Et forcément, puisque je suis plus confiant parce que je sais qui je suis, quand j'arrive dans une pièce,
quand je dis jeu, c'est pas de moi dont je parle, c'est un jeu Collectif. collectif holistique. Quand j'arrive dans une pièce, ben forcément, je ne me pose plus la question de ce que les gens vont penser de moi. J'arrive et je leur dis bonjour, je suis, et me voilà. Maintenant, vous adhérez pas, mais ça devient plus mon problème. Et c'est comme ça que l'authenticité, le fait d'assumer ce qu'on est, D'être et pleinement soi-même, ça rend attractif. évidemment, Finalement. mais surtout de se le permettre, parce que les gens pensent que pour être dans le monde, il faut être comme tout le monde. Mais non, au contraire, plus vous êtes différent, plus vous affirmez ce que vous êtes et vos petites particularités, plus on va vous reconnaître pour ce que vous êtes. Et donc, vous ressortirez du lot à chaque fois que vous prendrez la parole en public. Alors, justement, dans votre livre, donc, on apprend beaucoup de choses. Il y a à la fois des exercices, des statistiques, mais il y a aussi des anecdotes édifiantes sur les stars. Notamment, on apprend que Jean-Claude Van Damme, quand il était petit, il était très renfermé. Oh oui. Il était destiné à être gendarme. On apprend que Tom Cruise, qui aujourd'hui est une vedette. Comment vous dites? Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Okay. Tom Cruise. Nous ne sommes pas sûrs de l'accent de Vanessa pas une masterclass d'anglais. À ce moment précis. Dites-nous en commentaire si vous auriez dit Tom Cruise ou Tom Cruise. Ok. Oui, bon. On apprend que Tom Cruise était illettré. Oui. Et diagnostiqué dyslexique à l'âge de 7 ans. Oui. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une grande star. Ben oui. Vous faites aussi référence au film Kung Fu Panda. Alors moi, j'ai une question. D'où vous vient cette fascination pour ceux que vous appelez justement avec tendresse ces losers magnifiques? D'où ça vient? Ça vient du fait que je n'étais probablement pas magnifique, mais je me suis senti longtemps loser personnellement. Ah bon? Ça se voit pas. Comme quoi, il y a des années d'expérience, ça se transforme et de psychanalyse aussi. Non, mais effectivement, quand j'étais plus petit, j'étais vraiment, je faisais partie, en tout cas, de ce que je ressentais de ces invisibles. J'étais moyen en tout. J'étais ni très bon à l'école ni mauvais, j'étais vraiment entre les deux. J'étais ni bon en sport ni mauvais, j'étais entre les deux. J'étais ni super drôle ni super dans le coup, ni complètement déconnecté de la réalité, j'étais entre les deux. Et donc j'ai vogué comme ça pendant quand même très longtemps, entre 8 et 14-15 ans en tout cas, dans un espèce d'entre-deux où j'essayais toujours d'être comme mes copains que je voyais beaux, rayonnants, qui jouaient super bien au foot ou au basket, qui dansaient magnifiquement. Moi, j'étais là, j'essayais à peine de faire 2-3 pas qui ressemblent à quelque chose. Et puis, petit à petit, en réalité, je me suis rendu compte que le fait d'être un tout petit peu à côté, ça faisait partie de moi, que je danserais peut-être jamais comme Michael Jackson, que je serais jamais une grande star du basket comme je le rêvais quand j'étais petit, mais que le fait d'être à côté m'avait permis de faire autre chose, et notamment d'avoir de l'imagination, d'avoir des idées, d'écrire d'abord des poèmes, puis des scénarios. Ça m'a permis de me mettre devant la caméra, ce que ne savaient pas faire les autres. Du coup, mes copains, certains en tout cas, n'y arrivaient pas. Et moi, je me rendais compte que j'y arrivais. Donc, j'ai essayé de trouver ma place d'une autre manière. Et c'est vrai que je me suis longtemps senti invisible. J'étais un petit peu le gros nounours, le grand copain de tout le monde, de toutes les filles. Mais j'ai attendu longtemps pour faire mon premier bisou. Vous voyez ? C'était à quel âge ? C'était à 15 ans. Ouh là là, mais on arrive sur des trucs un peu... Révélation. C'est quoi cette émission ? C'est Tourner Manège ou c'est... C'est une émission People, hein. J'adore. Non, je rigole. J'adore. Non, mais voilà, donc en fait, j'étais un amoureux transi. À chaque fois, je me prenais des vents et tout. Donc bref, tout ça pour dire que je me suis senti invisible longtemps. Donc vous vous êtes nourri, on va dire, de ce que vous avez pu ressentir étant jeune. Ouais. Pour justement sortir de ça et essayer de conseiller les gens pour qu'ils se sentent plus à l'aise. C'est ça, exactement. En fait, j'ai envie de leur faire gagner du temps. Là où moi, j'ai vraiment galéré pour faire tout seul et mentaliser tout ça et essayer de changer, j'essaye de leur faire gagner un petit peu de temps. Oui, alors justement, il y a une citation de Tom Cruise que vous citez qui dit qu'effectivement, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Le monde est imparfait, les films sont imparfaits, les gens sont imparfaits. Donc ça fait partie de l'une des clés pour oser. Bien sûr.
évidemment. C'est vrai que souvent, et même en entrepreneuriat, c'est quelque chose qui revient souvent parce que il faut avoir le financement, il faut avoir le beau concept, il faut avoir déposé le concept, il faut avoir des locaux, il faut avoir un produit et un brevet. Enfin, il y a tout un tas d'administratifs, je dirais, à avoir avant de se lancer. Donc, on peut avoir l'impression qu'il faut que tout soit prêt, que tout soit bien calé pour y aller enfin et se lancer. Ça marche aussi pour un bouquin. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que oui, mais j'ai les enfants. Oui, mais je fais du sport. Oui, mais j'ai un travail qui est prenant. Oui, d'accord. Mais ton livre, du coup, bah, tu l'écriras jamais. Donc l'idée, c'est de pas se trouver des excuses. Déjà, de fausses excuses, parce que les trois quarts du temps, si on regarde bien, c'est des histoires qu'on se raconte tout seul. Hein. J'ai pas le temps, ça marchera pas. Mais oui, mais là j'ai du travail. Bah, je m'y mettrai quand j'irai mieux ou quand je serai moins stressé ou peu importe. Et en fait, ça c'est des histoires qu'on se raconte. Mais ne pas attendre, c'est-à-dire que si vous avez la flamme qui brûle à l'intérieur, vous sentez qu'il faut y aller, mais allez-y, même si vous vous plantez, parce que justement tout n'est pas prêt, tout n'est pas calé, ça ne fait que retarder un petit chouille, mais au moins vous êtes en marche. Il faut faire petit pas par petit pas. Le problème, c'est que les gens, la plupart, veulent faire le grand pas, l'immense pas qui va les amener d'un coup au top. C'est d'ailleurs ce que dit Tom Cruise dans le bouquin quand il parle de ses cascades. Il dit, moi, Oui, j'y vais progressivement, pas à pas. ouais, Je m'imagine pas tout de suite sauter. c'est exactement ça. Voilà, je sais que d'abord, je vais ramper, je vais apprendre, je vais Ouais. répéter. C'est ça. En fait, c'est Tom Cruise. Il faut savoir pourquoi il dit ça. C'est parce que Tom Cruise fait ses propres cascades depuis 30 ans. 1993, plus de 30 ans. Mm. Et donc, quand il fait ses cascades, ben, il saute effectivement d'un avion en flammes. Il a dans un des dernières Missions Impossibles, il part sur une rampe en moto et il termine en varap. Enfin bon, bref. Et donc, une journaliste, pour la sortie du dernier Mission Impossible, lui a demandé, mais comment vous faites pour transcender vos peurs à chaque fois? Et donc, effectivement, il dit, mais en fait, je fais les choses dans l'ordre. Je commence à m'entraîner, je fais un petit pas, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ensuite, ben, je vais me mettre à courir, et puis une fois que je cours, ben, je sprint, et une fois que je sprint, je saute, etc., etc. Mais faire les choses dans l'ordre, pas à pas, et être patient. La patience, et s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Justement, vous parlez de patience. Alors, votre livre, il est découpé en plusieurs séquences, en 7 séquences. Et au début, il y a une séquence sur justement la notion de réussite. Oui. Et vous parlez d'une de vos idoles d'enfance qui s'appelle Bruce Lee, Oui. qui justement fait une très jolie métaphore. Ah. J'ai tout cassé. Non, c'est rien, c'est un casque. Bon. C'est un casque. Tout va bien. Ça arrive. C'est pas grave, on ramassera tout à l'heure. Alors justement, Bruce Lee, il nous dit qu'il faut être comme l'eau. Ben là, j'étais plutôt comme un gros rocher dégueulasse, mais oui, il faut être comme l'eau. Il faut être comme l'eau, faut se faufiler à travers les fissures. Ouais. Il dit, ça veut dire quoi exactement? Faut faire preuve d'adaptabilité, c'est ça? Oui, mais même plus que ça. Il donne en fait, il reprend en fait la philosophie de l'eau de Lao Tzu, donc Bruce Lee évidemment grande star des films d'action, mais qui surtout en fait a créé lui-même un mouvement, une discipline des arts martiaux qui s'appelle le Jeet Kune Do. Et pourquoi il est sur l'eau, c'est parce que il dénonçait l'immobilisme, le conservatisme des arts martiaux traditionnels, qui font que un coup de poing, ça se donne comme ça et pas autrement. Et lui disait, mais attendez, dans la vraie vie, on bouge, il y a du mouvement, il faut que dans une bagarre de rue, on va pas arriver et faire oui. Non, ça marche pas en fait. Ça, c'est de la théorie. Et donc, il s'est appuyé aussi sur l'eau pour avoir des mouvements, pour proposer des mouvements qui soient beaucoup plus fluides. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous allez voir des combats où c'est beau de le voir bouger. Il a été d'ailleurs imité par beaucoup de boxeurs dans les déplacements. Et donc, il dit notamment, effectivement, sur la notion de réussite, qu'il faut se considérer comme de l'eau, parce que l'eau, quand on frappe dedans, elle n'a pas mal, elle se reconstruit tout de suite, elle continue de couler, elle continue de vivre sans aucune séquelle. Et il dit aussi que il faut éviter de s'écraser sans arrêt comme une vague sur une digue, donc face à un échec ou un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, mais essayer de trouver son chemin à travers les fissures. Donc on imagine une digue avec des petites fissures à droite à gauche, et il faut avoir l'intelligence, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi de prendre le recul et
de dire attends, je vais peut-être faire les choses d'une manière différente là, parce que ça fait déjà 3 fois que ça marche pas, je vais peut-être aller à un autre chemin. Il y a plein de gens, mais qui passent des années à se prendre le Oui, même mur dans la d'ailleurs, vous tronche. faites une différence. Il faut pas être obstiné, c'est ça, Oui, c'est obstiné la, bêtement. c'est la, ouais, L'obstination et la voilà, persévérance. c'est Ouais. c'est la différence entre persévérance et obstination. Et la persévérance, c'est de jamais lâcher son objectif, et l'obstination, c'est, je dirais, de ne le jamais le lâcher, mais en se confrontant toujours aux mêmes échecs. Et donc, il dit ça effectivement, Bruce Lee, il faut avoir l'intelligence de prendre du recul et de trouver cette petite fissure, ce nouveau chemin qui va nous permettre de passer, de trouver notre voie malgré le flot qui s'écrase contre le mur. Il y a peut-être une toute petite fissure en bas à droite du mur dans laquelle on peut se faufiler. Et pour ça, il faut d'abord prendre un petit peu de Du recul recul, ouais. et puis se dire, ok, maintenant je vais travailler. Donc je vais peut-être revoir ma copie, je vais peut-être prendre 1 ou 2 mois pour retravailler, mais par contre ça va me permettre d'aller dans ce nouveau chemin et de gagner du temps ensuite. D'ailleurs, c'est ce qui est intelligent avec le fait justement d'utiliser des citations inspirantes, c'est que ça nous permet de prendre de la hauteur et de prendre du recul et de se projeter vers un objectif au lieu de rester centré, on va dire, sur sa propre petite, entre guillemets, problématique. On prend de la hauteur, du coup, on voit les choses un petit peu différemment. Oui. C'est ça aussi que je trouve intéressant. Mais parce que, en fait, je suis parti du principe que c'était des répliques qui, moi, m'ont porté dans mon parcours. Elles ont été importantes pour moi. Et je me suis dit tout bêtement, bah, si elles ont été importantes pour moi, pourquoi est-ce qu'elles ne le seraient pas pour tout un tas d'autres personnes qui sont peut-être aussi un peu éloignées du cinéma ou qui n'ont pas vu ces films-là. Et donc, si elles peuvent toucher... Et ce qui est drôle, c'est que hier, j'étais en interview également, et ce qui est drôle, c'est de constater que chaque personne que je rencontre me parle d'un passage différent du livre. Parce que le livre, en fait, s'adapte au parcours de la personne qui le lit. Chacun trouve un écho par rapport à son propre chemin. Et vous m'avez parlé de Tom Cruise, vous êtes la première à me parler de Tom Cruise depuis que j'ai commencé la promo. D'autres m'ont parlé de Rocky, notamment du Cercle des Poètes Disparus. On va en parler aussi. On en parlera aussi, mais habituellement, c'est ce qui arrive en premier. Et Tom Cruise, par exemple, j'en avais pas encore parlé. Donc c'est intéressant de voir que effectivement, j'ai voulu mettre des choses à picorer pour chacun et chacune selon ce dont il ou elle a besoin au moment où elle lit. Où il lit. C'est vrai qu'on retient aussi ce qui fait écho en nous. Moi, par exemple, il y a une notion que je trouve assez puissante que vous développez. Au-delà du fait d'oser, c'est oser sa propre lumière. Parce que vous dites que quand on ose sa propre lumière, finalement, on autorise les autres à briller aussi. Bien sûr. Et ça, cette phrase, je la trouvais vraiment magnifique. Ça, c'est dans Coach Carter. Oui. Donc, c'est un film sur le basket qui est une de mes passions depuis que j'ai 14 ans. Et effectivement, c'est une réplique qui nous dit qu'en réalité, elle dit, nous sommes tous faits pour briller comme des enfants. Et il dit, ce n'est pas notre lumière qui nous effraie, mais notre propre obscurité. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience que dans sa relation au succès, la plupart du temps, on n'a pas peur de se planter. On a peur inconsciemment de ce qui pourrait se passer si toutefois on réussit. Exactement. De quelle manière ça va changer ma vie? Est-ce que je vais devoir me séparer de gens que j'aime et qui vont pas comprendre? Est-ce que je vais devoir faire des choix drastiques dans ma vie? Je vous coupe juste 2 secondes. En fait, c'est réfléchir au prix, entre guillemets, de la gloire. Oui. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, Romy Schneider, qui a eu une réussite professionnelle phénoménale, mais qui finalement a une vie personnelle très chaotique. Et qui est morte à 42 ans. Et qui est morte à 42 ans. C'est vrai que, par exemple, en tant que femme, on se dit qu'est-ce qui est mieux? Voilà. Être dans la lumière ou passer une vie avec un homme qu'on aime, paisible, c'est ça. Être avec ses petits-enfants, vieillir tranquillement. Et c'est vrai que c'est un vrai questionnement existentiel. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé effectivement la première séquence et sur cette notion de réussite, parce que j'invite les lecteurs à se poser cette vraie question. Est-ce que la réussite, c'est vraiment d'avoir des millions sur son compte en banque, d'avoir une énorme maison, une belle voiture? Oui, bien sûr. Pour plein de gens, c'est ça la réussite. Maintenant, si tu as 5 millions d'euros en banque et que tes enfants sont malades ou qu'ils sont malheureux ou qu'ils ont peu importe, bah, du coup, ça n'a aucun intérêt. Et effectivement, je propose en tout cas aux lecteurs de se demander ce qu'est pour eux
la réelle réussite. Et Romy Schneider est un très bon exemple parce que c'est une star internationale des années 60 à 60-70. Et bah, tout le monde connaît Romy Schneider en fait, sauf que effectivement sa vie personnelle a été, mais c'est même pas chaotique, c'est horrible. Elle a vécu beaucoup de divorces, elle a été maltraitée, elle a perdu son fils empalé sur son portail. Enfin, imaginez que quand on est parent, elle était sous médoc. D'ailleurs, elle est morte après avoir ingéré trop de médicaments. Mais on peut prendre aussi, par exemple, Dalida. Oui. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti il y a quelques années sur sa vie où on voit bien la détresse de cette femme qui a vécu une vie horrible et qui s'est suicidée de la même manière. Donc on se pose la question. Il y a un prix en fait à la réussite, mais on parle pas parce que vous parliez de gloire. La réussite, on peut même s'arrêter un peu avant la gloire. Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, quand on crée sa boîte et qu'on va devoir passer 80 heures de son temps dans sa boîte pour développer et qu'on sera peut-être moins avec ses amis, moins avec ses enfants, qu'on pourra avoir moins de loisirs, qu'on va avoir des merdes qu'on n'avait pas avant et qu'on va de. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? Exactement. Si oui, allez-y. Oui, tout à fait. Voilà. Alors j'avais une autre question qui vient de m'échapper. Pour revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, oui. Justement dans la prise de parole en public, il y a des statistiques qui moi m'ont paru assez étonnantes. Vous dites que 70% des personnes souffrent du syndrome de l'imposteur et 75% souffrent de celui de la glossophobie. Oui. La peur de parler en public. La peur de parler en public. Alors, quand on est un petit peu peut-être déconnecté du terrain, on peut se dire c'est énorme. Surtout que c'est 70%, 70 et 75% de la population mondiale. Ce sont des études qui ont été menées de façon très très sérieuse évidemment par des organismes mondiaux. Et bien sûr que c'est énorme. Mais pourquoi c'est énorme? Parce que nous avons tous peur, dans un premier temps, je pense que c'est le premier frein, du jugement de l'autre. On passe notre vie, et notamment parce qu'en Europe, on est beaucoup éduqué comme ça aussi, on passe notre vie à vouloir être parfait, à passer entre les gouttes, à rendre fiers nos parents, nos profs, à avoir des bonnes notes, à se comporter correctement. On passe notre vie finalement à faire attention à tout et surtout à l'image que les gens ont de nous. Et notamment, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on est parent, c'est que souvent les enfants font ça non pas pour eux, mais pour que leurs parents soient fiers d'eux. Et pour que... ce fameux désir d'être aimé. Ce désir d'être aimé, et puis pour que... inconsciemment, les parents puissent dire ah ben mon fils, t'as vu, il est bien élevé, il travaille bien, il est super en sport, etc., etc. Et c'est vrai que tant qu'on a ce désir d'être parfait en tout, de pas vouloir montrer ses aspérités, ses failles, ses faiblesses, de dire bah oui là j'ai merdé ou là bah, je suis pas bon, etc. On va forcément attendre des autres un jugement positif sur tout ce qu'on fait, une validation. Or si du jour au lendemain le fait de ne plus être parfait, d'accepter que dans un podcast on dise des gros mots ou qu'on bafouille ou que etc. Ben, le jugement de l'autre ne devient plus un problème. Souvent quand je suis en formation prise de parole en public, et je reviens d'ailleurs sur cet exemple-là, puisque j'en parle là, c'est la bafouille ou le blanc. Les gens me disent, ils me font le pitch, ils disent ah mais j'ai un peu bafouillé, et puis là j'ai cherché un mot. Et je leur dis mais les amis, dans la vraie vie, on bafouille. Quand on parle avec quelqu'un, parfois on cherche ses mots, parfois on a trouvé le mot qu'on voulait dire, donc on le remplace. On n'a pas les idées claires, donc on les reformule. C'est la vie, et la prise de parole en public doit refléter la vie. Si c'est pour avoir un concours d'éloquence, comme on en voit à la télé parfois avec des gens comme ça qui font des discours magnifiques, c'est pas ça la prise de parole en public, c'est pas ça l'authenticité. Ça, c'est l'éloquence. Et c'est deux choses complètement différentes pour moi. Et donc, du moment où on accepte que quand on est devant les gens, on n'a pas à être parfait, qu'on n'attend pas ça de nous, mais en revanche, on attend d'être touché, d'être informé, de comprendre, qu'on nous découvre également. Ben, une fois qu'on a ça en tête, la glossophobie, elle s'évapore petit à petit. Et souvent, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'on a dans les tripes et sur ce qu'on a envie de transmettre. C'est exactement ça. Mais je vais quand même vous poser une question parce que aujourd'hui, bon, votre livre, j'imagine, il s'adresse à tout le monde. C'est un livre qui se veut universel, donc de 7 à 77 ans. Oui. Mais quand on est un adolescent, par exemple,
qu'on est pétri de complexes, de doutes, qu'on est en phase de construction, comment on fait? Parce que forcément, en fonction de l'âge, en fonction de son statut, on peut ressentir la vulnérabilité différemment et on n'est peut-être pas tous armés de la même façon Bien sûr, pour se relever et pour accepter la critique. bien sûr. Donc comment on fait? L'adolescence, de toute façon, c'est un moment charnière pour tout le monde, hein. Je connais pas un adolescent qui a passé cette période à peu près tranquillement, ou en tout cas sans questionnement. J'ai un adolescent, figurez-vous. On se tutoie ou on se vous voit? Je sais même plus ce qu'on a fait depuis le début. Ben, on se vous voit parce que c'est l'usage. Ah oui, parce que c'est la téloche. Ok. Donc, figurez-vous que j'ai un adolescent, le fils d'un de mes coachs de baseball, qui a demandé à son papa s'il pouvait lire ce livre. Et son père est venu me le dire. Je lui ai dit, mais oui, surtout, il faut qu'il le lise. Parce que au moment où justement tu es en questionnement sur plein de choses, et surtout sur le questionnement de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie, en fait, parce que c'est ça qui angoisse aussi Ce qui beaucoup. est une grande question. Mais c'est une immense question. Parce que créer une entreprise, c'est un enjeu de vie, mais savoir ce qu'on va faire de sa vie, Oui. Et puis surtout, on passe notre temps. C'est pas anodin. Enfin, les adultes passent leur temps à demander aux enfants ce qu'ils veulent faire dans la vie. Mais quelle pression! Quelle pression! Et tu vas faire quoi? Tu voudras faire quoi quand tu seras grand? Mais laissez-les tranquilles, en fait. On verra bien. Et eux-mêmes verront bien. Peut-être qu'ils changeront 1000 fois d'envie. Alors, quels conseils, justement, quels tips vous donneriez à des adolescents pour se sentir mieux et accepter finalement peut-être une période de flottement, une période d'incertitude? Et s'ils se lancent, recevoir la critique de manière constructive, c'est pas toujours évident à un âge où on prend les choses en pleine Bien sûr. face. Alors après, le problème, c'est que je ne suis pas ni psychologue Oui. ni psychanalyste, donc c'est un Non, peu mais d'un point de compliqué. vue, Mais d'un point de vue du livre, je pense qu'il faut justement s'appuyer sur des rôles modèles, sur des gens inspirants, des gens qui correspondent à leur vision de la vie. Alors ça peut même être un héros de manga, par exemple. Je sais que votre fils est fan de One Piece. Exactement. Dans One Piece, il y a de très belles valeurs sur l'esprit d'équipe, l'entraide, le courage, l'aventure, le fait de croire en ses rêves. Luffy, qui est donc ceux qui connaissent les mangas le savent, sinon les autres, achetez-le. Mais Luffy, qui est un personnage qui a 7 ans déjà, veut devenir un grand pirate et à qui on dit non mais laisse tomber, t'y arriveras pas, t'es trop jeune, t'es trop petit, t'es trop machin. Bon, après, il y arrive. Donc, il faut essayer de trouver dans leur quotidien, avec leur code, des figures de fiction, même de documentaire, mais plutôt de fiction, je dirais, dans lesquelles ils peuvent se retrouver et leur mentionner, parce que peut-être qu'ils voient pas le sous-texte tout de suite, mais à un jeune qui lit One Piece, dire tu as vu Luffy que tu aimes beaucoup, t'as vu qu'il a telle qualité, t'as vu qu'il prend tel risque, tu as vu comme il est aimant avec ses amis, tu as vu comme il les protège, tu as vu comme il se bat pour ses idéaux, t'as vu ça? Peut-être qu'il va dire ouais ça va maman tu saoules comme nous avons tous fait, mais petit à petit ça va faire son chemin. Mais bon, quand on est adolescent, franchement c'est compliqué. Moi les miens sont encore petits, j'ai pas hâte qu'ils deviennent adolescents. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est de pouvoir les raccrocher à des figures qui leur parlent. Oui, parce que finalement, les figures, c'est intemporel. Les citations de cinéma, c'est aussi intemporel. Après, on peut se poser la question, est-ce que les codes de communication n'évoluent pas avec le temps? Ah si, avec les jeunes. Avec les jeunes bien sûr que si, et même oui, quand bien on sûr. présente un pitch en entreprise, Bien sûr. devant des investisseurs, par Oui. exemple. Oui, c'est fini. Et on le voit bien d'ailleurs. Parce qu'on est quand même à une ère où aujourd'hui tout le monde prend la parole. Oui. Parfois à tort ou à raison. Donc comment on souvent fait... à tort, effectivement, sur les réseaux sociaux, souvent pour dire des conneries. Voilà, mais justement, comment on fait pour se différencier et pour être crédible dans un monde où justement la parole est totalement libérée? Je trouve que il y a déjà une éducation qui se fait toute seule, c'est-à-dire que si on n'est pas trop con, on arrive à voir sur TikTok, sur Instagram, ce qui relève de gens qui prennent la parole pour dire d'énormes conneries, pour se mettre en valeur, pour créer du trouble, pour créer des faux débats, pour déverser de la haine, et des gens qui essayent de faire rire, de créer du contenu un peu original, artistique, faire passer des beaux messages, etc. Donc je pense que plus les réseaux sociaux avancent, plus ils deviennent dangereux, et plus je pense que si on a un petit peu de recul, on arrive à savoir
ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand on construit sa communication, l'idée c'est donc justement d'affirmer tout de suite l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Je prends la parole dans mes stories, mais pour dire quoi? Pour parler de soi, bien sûr, mais est-ce que je donne mon avis sur l'actualité politique en fustigeant tel parti ou tel truc, ce qui n'est pas forcément positif, ou est-ce que j'en parle pour partager une œuvre d'art que je viens de faire et qui peut toucher les gens et qui peut les faire sortir un petit peu de leur quotidien, qui peut leur parler, peu importe. Donc, finalement, le secret, c'est d'être tourné vers l'autre. Bien sûr. Et d'être tourné vers la personne à qui le message s'adresse. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut a envie de transmettre? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Il y a des gens qui se complaisent aujourd'hui dans le trouble. Il y a des gens qui adorent être sur les réseaux pour donner leur avis sur tout et sur rien. Pour exister, parce que ça les fait exister, parce qu'en plus ils trouvent des gens qui sont d'accord avec eux. Ça, c'est un petit peu le problème du café du commerce. À l'époque, il y avait toujours l'idiot du village, on appelait ça l'idiot du village, le mec bourré qui arrivait aux zinc et qui disait ouais de toute façon c'est tous des cons, et on disait bah ça va Marcel t'es relou, son quart d'heure de gloire. Voilà, t'es relou Marcel, casse-toi. Et bien maintenant avec les réseaux sociaux, Marcel il dit la même chose, sauf qu'il a des centaines d'autres Marcel qui disent ouais mais t'as raison, etc. Donc d'un coup il y a plein de gens qui se sentent pousser des ailes et une légitimité dans la façon qu'ils ont de voir la vie, même si elle porte à débat. Et on les reconnaît tout de suite. Et c'est vrai que ce sont eux qui bénéficient aujourd'hui malheureusement de la plus grande écoute et des clics et des likes, etc. Mais il faut pas que ceux qui ont une lumière à apporter abandonnent le combat. Il faut qu'il y ait, face à ces prises de parole négatives, il faut qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de la transmission, il faut qu'on continue. Et donc, quand on prend la parole, notamment sur les réseaux sociaux, il faut amener de la lumière aux gens. Voilà. Ok, c'était très intéressant. Merci, j'espère. Tu sais, on dirait elle m'a fait un résumé de la demi-heure qui vient de s'écouler. Merci. Non, jusque-là, c'était très bien. Non, parce que je pense aussi, j'ai plein de questions. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on boit vos paroles, Loïc Landreau. On en est à combien, là, d'émissions? Je sais pas, c'est passé extrêmement vite. Ben oui, parce qu'il est déjà midi 50. Oui, mais j'ai encore plein de questions à vous poser. Ben allons-y. On est là pour 2 heures, les amis. Justement, j'ai noté que dans votre livre, alors effectivement, il y a énormément de citations, mais vous faites beaucoup référence au cinéma américain, sauf pour Amélie Poulain. Oui. Pourquoi? En France, on n'est pas inspirant? Oui. Et je le dis et je dénonce. Je trouve que nous, Français, avons une sorte de fausse pudeur à parler de parcours inspirants, lumineux, de la même manière, en tout cas, que le font les Américains, qui le font parfaitement bien, parce que pour eux, la culture de l'action, la culture de la résilience, la culture de la communication, etc., c'est ancré en fait chez eux. Et il y a pas de complexe. Donc, ils te balancent des dialogues incroyables. Ils hésitent pas, certains scénaristes, à mettre vraiment tout leur cœur dans les dialogues qu'ils donnent à leurs acteurs. Les films sont très tournés vers effectivement la réussite, les parcours qui viennent de rien. Par exemple, dans La recherche du bonheur avec Will Smith, c'est une histoire vraie d'un homme qui a vécu dans la rue plusieurs mois avec son fils. Il était en stage dans une grande entreprise et finalement il a été pris, etc. Donc les Américains aiment ça, c'est des modèles de réussite pour eux, mais nous en France, force est de constater qu'on ne sait pas dire la réussite. On ne sait pas raconter la réussite autrement que dans quelque chose de très factuel, de très chiant, malheureusement, et surtout sous l'angle social. Les films sociaux, je n'en peux plus. Il y a d'autres choses à raconter au cinéma. C'est vrai qu'en France, il y a cette notion que pour réussir, il faut morfler. Mais exactement. Forcément. Mais ouais. Voilà. Alors après, aux États-Unis un peu aussi, quand on voit effectivement À la recherche du bonheur ou Rocky, mais c'est fait différemment. Il y a une petite nuance quand même qui fait que le morflage américain n'est pas aussi larmoyant que le morflage français, ou en France parce que justement il y a cet engagement physique, il y a de l'action. Il y a de l'action. On est sur des gens qui sont dans. Et il y a de la réalisation, et il y a de la musique, et il y a un grain d'image, un choix de photographie comme on appelle ça au cinéma, qui n'est pas tout grisonnant. Comme nous, on a en France, dès qu'on a un truc un peu, il y a toujours. On est moins dans les états d'âme, on va dire. On est plus dans le côté. Enfin, il y a des états d'âme, mais c'est toujours dans des valeurs très positives, dans le combat, dans l'accomplissement. Aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis. Oui, oui. Et en France, je trouve qu'en fait, dans les films,
on a du mal à raconter les transformations, la chenille qui devient papillon, etc. On a du mal à faire ça sans qu'il y ait forcément quelque chose de larmoyant, de chiant, avec une musique, avec un petit violon, avec une photographie, une couleur d'image qui soit grise ou un peu bordeaux, enfin bref, quelque chose qui soit voilà. Et c'est embêtant parce qu'en fait, les films qui touchent, ce sont pas les films où on s'apitoie. Ce sont les films où, certes, il y a quelqu'un qui en chie, mais quelqu'un qui se relève et qui va à l'action. Mais ça passe au cinéma aussi, évidemment, par de la musique, par une réale inventive, par un scénario avec des rebondissements, par des dialogues qui veulent dire quelque chose et pas juste des dialogues où on a deux personnes autour d'une table comme ici et qui parlent pendant 150 ans en plan large, par exemple. Ce qui n'est pas une critique pour ici, mais il y a certains films qui le font, ça. Quand tu vois Rocky, il y a de la réal, ça bouge. Justement, vous, il y a ce personnage de Rocky dont vous parlez dans le livre. Il y a une citation de Rocky qui est un peu votre leitmotiv, votre mantra. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, bien sûr. C'est dans Rocky Balboa, donc le 6e opus de la saga. Et dans ce film, Rocky a pris sa retraite depuis très très longtemps. Il gère un restaurant italien à Philadelphie. Et il a tout arrêté, et puis en même temps il a morflé aussi pendant toute sa carrière. Et là il y a les managers de la nouvelle star de la boxe qui se disent bah tiens, on va faire affronter l'ancienne et la nouvelle génération. Donc il propose à Rocky de monter sur le ring pour un match de gala contre leur poulain qui doit avoir une vingtaine d'années, et Rocky lui il a plus de 50 ans. Rocky, pas pour plein de raisons, et notamment parce qu'il n'abandonne jamais, il refuse jamais un combat, il remonte sur scène, sur le ring, pardon, il remonte sur le ring, et son fils, lui, il comprend pas du tout. Il lui dit, mais attends, avec tous les nions que tu t'es pris depuis 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire à aller te battre contre un gamin qui a 30 ans de moins que toi et qui va te rétamer? Et notamment, son fils se plaint auprès de lui, il en profite un petit peu pour lui dire, mais en fait, moi j'ai une vie qui n'est pas épanouissante parce que tu es toujours sous le feu des projecteurs. Même quand tu prends ta retraite, il y a des gens qui reviennent te chercher pour que tu combattes, donc du coup tout le monde parle de toi, donc du coup personne ne me voit, donc je suis invisible, donc je suis pas heureux, etc., etc. Alors pourquoi Rocky remonte sur le ring justement? Et donc, Rocky remonte sur le ring parce que il a cette valeur en fait de ne jamais abandonner et surtout de jamais se trouver d'excuses. Et c'est là donc effectivement où je prends mon livre. Il y a cette fameuse citation parce que je voudrais surtout pas la louper. Il dit à son fils, je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois. La vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Et c'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est d'encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est un moment important parce que le fils de Rocky dans ce film-là travaille dans la finance et il est vraiment très très maltraité par son patron. Et donc là, il nous donne une leçon de vie incroyable en fait, Rocky, parce que il n'y a pas besoin d'être boxeur pour comprendre ce qu'il veut dire. Il dit juste que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, rappelons-nous que Rocky a perdu sa femme d'un cancer quelques films plus tôt. Il a connu la gloire, puis ensuite il a connu la défaite. Il a dû remonter sur le ring, repartir à l'entraînement. Il a eu des hauts et des bas. Et donc ce personnage de Rocky, finalement, il nous parle à tous. Et quand il nous dit c'est pas d'être un bon cogneur qui compte, l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. Cette réplique-là, elle s'applique à nous tous, tous les jours, où qu'on soit. Donc c'est pour ça que je tenais Donc ne jamais abandonner et finalement ne pas perdre de vue ses objectifs et être en quelque sorte un coureur de fond. C'est-à-dire que... Mais la vie c'est un marathon. La vie c'est un marathon, c'est surtout pas une course de vitesse. Alors il y en a qui marathonnent plus vite que d'autres et ça peut frustrer quand on voit des gens qu'on considère moins bons, moins bien, moins ceci, moins cela que nous et on les voit partir, on dit merde, putain, quand même, pourquoi lui et pas moi? Mais la vérité, elle se fait plus tard. En fait, la vie est un marathon où il faut être extrêmement patient. Il y en a pour qui ça explose très vite, mais qui justement explosent en vol et se rendent compte que il y avait un prix à payer pour tout ça. Et il y en a beaucoup en télévision.
Je pense à Bertrand Chameroy, je pense à Enora Malagré notamment, qui ont eu des moments où ils ont explosé aux yeux du monde et en fait après ça a été très 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 dur pour eux. Ils en parlent d'ailleurs dans beaucoup de podcasts en ce moment, c'est pour ça que j'y pense. Mais ils sont pas les seuls. Alors justement, je fais une petite parenthèse parce qu'au début du livre, alors on va pas en parler, ce sera à découvrir justement pour vos futurs lecteurs, mais vous dressez un CV de tous vos échecs. Oui. Pourquoi ce parti pris? J'ai voulu montrer aux gens que j'étais avec eux. Et c'est pour ça aussi que dans le livre, j'utilise beaucoup le nous, le on. C'est-à-dire que je me mets pas en tant que professeur qui donne un cours ou une masterclass. Je me positionne dans ce livre comme quelqu'un qui prend par la main et qui dit allez, viens, on va y aller ensemble. Parce que moi aussi, je suis toujours en chemin. Ce livre, c'est pas un accomplissement. Ce sont des méthodes qui ont marché avec moi, et j'ai envie de prendre les gens avec moi et de les accompagner en réalité. Oui, quand on en avait discuté, on s'était mis d'accord sur le fait qu'oser la lumière, ce n'est pas une fin en soi. C'est ça. C'est que on ose la lumière chaque jour dans Bien différents moments. C'est ça. Et c'est ça qui nous mène vers notre lumière. C'est ça, finalement. exactement. Et c'est vrai que ce CV vulnérabilis, enfin ce curriculum vulnérabilis que j'ai tenu à faire en début d'ouvrage, j'y ai raconté effectivement les moments où on m'a dit non à plein de castings, où on a arrêté mes émissions. Où j'ai eu des rapports très compliqués avec des managers ou avec des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont fait des saloperies, des managers qui m'ont fait pleurer alors que j'avais rien fait de particulier pour ça. Et en fait, je me suis dit que c'était important que les gens me découvrent d'abord par mes échecs avant même de découvrir ce chemin vers la lumière de chacun que je propose. Ça me semblait important de leur dire moi, je suis pas le gars qui a réussi, qui fait un livre. Je suis un gars qui est en chemin et qui vous propose des solutions. Oui, et c'est là toute la force de ce livre, c'est que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous l'avez vous-même expérimenté et que peut-être vous l'expérimentez encore. Ah, toujours, bien sûr, mais je vais l'expérimenter jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça, moi, je trouve, qui est très édifiant dans ce livre, c'est qu'à la fois, il fait rêver, à la fois, il donne des clés concrètes. Il y a même beaucoup d'exercices à l'intérieur que vous pourrez pratiquer chez vous. Et je vois que vous l'avez lu parce qu'il est tout corné. Et ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est bien parce que ça prouve qu'elle lit les livres de ses invités, messieurs, dames. Et ça, c'est important. Oui, et puis j'aurais plein d'autres questions à poser, mais l'heure défile très vite parce que vous êtes aussi scénariste. J'aurais voulu vous demander, voilà, quelle place le cinéma, justement, finalement, occupe dans votre vie depuis que vous êtes tout jeune et encore aujourd'hui. Donc, je vous la pose, la question. C'est une place centrale, en fait. Tout a commencé avec le cinéma, puisque quand j'étais petit, mes parents étaient très, très fans de cinéma et on n'allait pas tant en salle, mais on passait notre vie au vidéoclub. On allait louer des films tous les week-ends au vidéoclub, donc j'ai des souvenirs très précis du choix des cassettes vidéo, etc. Donc c'est un peu votre Madeleine de Proust, en fait. Oui, bien sûr. Et puis après, j'ai commencé à faire des arts martiaux quand j'avais 11 ans et demi, et j'ai commencé à dévorer tous les films d'arts martiaux que je trouvais, les Bruce Lee, les Tortues Ninja, les Van Damme, des films de Shaolin. Donc le cinéma asiatique. D'ailleurs, vous vous êtes rasé la tête à 11 ans et demi. Par mimétisme. Par mimétisme, avec les moines Shaolin, j'avais vu un film qui s'appelle American Shaolin et qui est une histoire d'ailleurs exceptionnelle, une histoire vraie d'un Américain dans les années 80 qui voulait rentrer au temple Shaolin pour apprendre le kung-fu, et c'était un des premiers Américains à mettre les pieds en Chine et qui a attendu. Enfin, le temple ne voulait pas de lui parce qu'américain, et en fait, il a campé devant le temple Shaolin jusqu'à ce qu'on lui donne sa chance, et ensuite il est devenu moine Shaolin. Et c'est vrai que je me suis rasé la tête à blanc à 11 ans et demi derrière le dos de mes parents parce que j'avais été touché par la philosophie de ces moines-là qui entre le kung-fu et le bouddhisme, il y avait une philosophie qui me parlait à l'époque. Alors vous découvrirez franchement plein d'anecdotes et plein d'histoires savoureuses dans ce livre. On n'a pas le temps de tout aborder. Moi, j'aimerais, entre guillemets, conclure un peu cet entretien avec un petit quiz. Ah oui. Alors, c'est pas le quiz du Chrétien en marche ou le pourquoi du comment que vous présentez sur KTO en ce moment. C'est vrai. Ça sera un petit peu un quiz que moi j'ai appelé le quiz des répliques coup de poing. Ok. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà, il est là. Les répliques
tout coup de poing. Voilà. Alors, je vais vous citer quelques répliques et Mhm. vous allez me dire de quel film elles sont extraites. Jouez avec nous aussi à la maison. Voilà. On n'est pas en direct, mais on le sera bientôt. Mais en tout cas, si ça vous amuse d'y répondre, avec plaisir. Donc, la première réplique, c'est: oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. Oui. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Peut-être marcher. Alors pour le coup, voilà, ça celle-là, on me la sort tout le temps en promo, effectivement. Évidemment, les bronzés font du ski, c'est un classique. Et c'est vrai que elle aurait pu figurer dans le livre parce que si on l'applique au monde de l'initiative et de l'entrepreneuriat, Oui. oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Ça fonctionne en vrai. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que finalement, derrière cette phrase, ça voulait dire il faut oser, Bien sûr. même quand c'est improbable. Exactement. Faut y aller. Ouais, tout à fait. Bon, parfait. Deuxième phrase: pas de bras, pas de chocolat. Ça aussi, c'est assez connu. Ben d'ailleurs c'est passé Il y a pas très longtemps. C'est passé dimanche dernier. Ouais. Intouchable évidemment, Omar Sy et François Cluzet. Alors, selon vous, quel message se cache derrière cette Derrière réplique? pas de bras, pas de chocolat. Oui. Ouf. En fait, celui qui n'a pas de bras ne peut pas attraper le chocolat. Exactement. Qui est dans voilà, et donc du coup, il faut se donner les moyens entre guillemets de. Mais bon, la personne qui a pas de bras, quand même, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un handicap certain, mais disons c'est un humour un peu cash. Oui. Qui rappelle que finalement on peut dépasser ses limites en y mettant un petit peu d'humour et de légèreté. C'est ça. Parce que finalement rien n'est grave. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. De prendre les choses avec un petit peu de légèreté. Je trouve à une époque où tout est lourd, tout est sérieux, peut-être distiller un petit peu d'humour et de légèreté dans sa vie. Tout à fait. Enfin, ça c'est ce que moi j'ai compris. Il y a une troisième réplique: n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Alors ça, évidemment, c'est Maître Yoda dans l'Empire contre-attaque. Exactement. Bravo. J'ai même pas besoin de faire les questions à chaque multiple. Avec Star Wars. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'essai. En fait, les gens souvent se lancent à moitié. Ils mettent un petit pied, comme quand on va dans l'eau quand elle est trop froide. On met un petit pied et puis on voit si ça nous convient. Si ça nous convient pas, on fait un pas en arrière. Dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'initiative, si on veut écrire un livre, si on veut faire un podcast, si on veut être sculpteur, peintre, peu importe, on va pas à moitié en fait. On met pas qu'un petit pied, on y va à fond. S'il y a un échec, il y a un échec, mais au moins on n'est pas frileux quoi. Donc en fait, le conseil, c'est de ne pas rester dans le fantasme, c'est d'être dans le concret, d'y aller et de se confronter finalement au réel. Exactement. Deux dernières phrases encore. Il a une belle tête de vainqueur, celui-là. Oui, le dîner de con, bien sûr. Voilà. Évidemment. Et quel message on met derrière ça? Oh bah là, franchement, surtout dans le contexte du dîner de con, il a une belle tête de vainqueur. Il le dit de façon extrêmement ironique en plus. Il a une tête de, je sais pas, c'est quoi une tête de vainqueur en fait? Une tête de vainqueur, je pense que ce serait tout simplement quelqu'un qui rayonne, quoi. C'est quelqu'un qui, mais en même temps, c'est intéressant parce que, bam, il y a l'idée qui me vient, ça j'adore. Moi, j'ai ma petite idée. Non, parce qu'en même temps, dans le dîner de con, le personnage de Villeray peut être considéré comme un vainqueur réel parce qu'il est très heureux dans sa réalité. Il est très heureux de proposer ces petites constructions en allumettes, 3622 exactement. C'est une réplique de film. Ça. Et le pont de Tancarville, voilà. Oui. Et en fait, il y a effectivement une forme de sérénité globale, même si c'est dans c'est un imbécile heureux. C'est un imbécile heureux, mais dans imbécile heureux, avant tout, ce que je retiens effectivement, c'est le heureux, parce que lui, il fait ses petites maquettes, il travaille dans un ministère. Bon, sa femme l'a quitté, donc il est un petit peu malheureux, mais néanmoins, il est heureux dans cette simplicité de vie. Tout à fait. Alors même que Pierre Brochand, joué par Thierry Lhermitte, lui, il est plein de problématiques, plein de questionnements, plein de châteaux Pétrus et mes petits bibelots que je paye très cher mais que j'ai pas déclaré. Et surtout, on est toujours le con de quelqu'un d'autre, comme dit l'adage. Tout à fait. Donc n'est pas con celui qui croit. Exactement. Il faut toujours se méfier des losers. Exactement. Moi, c'est ce que je retiens aussi. Mais c'est vrai que Jacques Villeray peut être un modèle dans le sens où il est très heureux dans ce qu'il est. Voilà. Et finalement, c'est ce qu'on cherche dans la vie. Bien sûr. À être épanoui et heureux, c'est la finalité. Évidemment. Alors, une dernière petite phrase.
C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Il y a un petit piège. Alors ça, c'est pas. Alors, il me semble que c'est un titre de film, ça. Bravo. C'est pas une citation, Non, c'est un titre de film. Est-ce que c'est pas avec un Galabru ou un Jean Lefebvre? Oui, tout à fait. C'est avec Jean Lefebvre, Michel Serrault et Tila Shelton. Voilà. Je sais pas qui est Tila Shelton. Mais voilà, oui, Tati Daniel. Ah, Tati Daniel, voilà, c'est ça. Non, j'ai jamais vu ce film. J'en ai déjà évidemment entendu parler, donc c'est pour ça que je me rappelais que c'était un titre de film. Mais bien sûr, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Alors le problème, c'est que à l'heure des réseaux sociaux, moi, personnellement, j'aimerais que les gens qui n'ont rien à dire ferment leur gueule, parce que je trouve pas en fait que ça apporte de la lumière au monde, et je trouve qu'aujourd'hui, il faut que chacun aussi se pose la question de quelle lumière je veux apporter, la lumière réelle, hein. Pas balancer n'importe quelle connerie sur les réseaux. Mais ça, ce n'est que mon avis, et malheureusement, les gens qui ont des saletés à déverser le font avec beaucoup plus d'intensité et de plaisir que ceux qui ont justement de la lumière à apporter et qui se posent la question. En fait, ce qu'on peut retenir de cette phrase, c'est qu'il faut essayer de dire ce qu'on a dans le cœur, pas sur le cœur. Oui. C'est une différence qui est importante. Faut pas avoir de l'aigreur. Dire ce qu'on a sur le cœur, effectivement, c'est le ressentiment, c'est l'aigreur. Dire ce qu'on a à l'intérieur de soi, dans le cœur, c'est vraiment aller chercher ce qu'on a de plus positif, et donc de le dire, évidemment de le dire, mais même dire à nos proches qu'on les aime. Et ça, c'est une autre réplique de film qui est dans Gazon maudit, où Alain Chabat va voir une prostituée après avoir découvert que sa femme donc est avec Josiane Balasco, et la prostituée lui dit il faut dire aux gens qu'on aime combien on les aime. Et elle dit moi je l'ai pas compris assez tôt. Et voilà où j'en suis. Et donc je trouve aussi cette phrase importante. Il faut dire aux gens qu'on aime combien on les aime. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez retenu un petit peu toutes les valeurs cardinales que Loïc souhaite vous transmettre? Donc, je l'espère. L'authenticité. Sinon, re-regardez l'heure et demie d'émission. Repassez-la. Moi, j'ai retenu l'authenticité. Oui. Ne pas avoir peur d'être imparfait. Et donner du sens à la lumière qu'on souhaite diffuser et au message qu'on souhaite transmettre. Bravo. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est pas mal. Et tout le reste est là-dedans. Voilà, on en a même 2, vous voilà. Voyez. Tout le reste est là, dans toutes vos librairies ou évidemment Alors justement, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Eh bien, hier, j'étais à la Fnac de Bercy Village, donc s'il y en a qui sont là-bas, on peut trouver ça à la Fnac, à Cultura, dans de très nombreuses librairies indépendantes partout en France, en Belgique, en Suisse, évidemment sur le site de la Fnac, sur Amazon. Voilà, donc soit évidemment en librairie si vous voulez le chercher, si vous voulez qu'il soit chez vous très rapidement, eh bien vous le commandez sur internet. Bon, merci beaucoup. Alors moi j'ai un petit rituel dans l'émission, c'est que je propose à mes invités d'ouvrir le livre au hasard, en se concentrant un petit peu peut-être sur ce qui peut les préoccuper. Et normalement vous allez tomber sur une citation inspirante qui justement va vous donner du boost et de la lumière pour votre journée. Eh bien, c'est une très belle... Allez, c'est parti. Oh. Alors un avenir radieux, plein de possibilités et d'aventures illimitées vous attend. C'est à propos. Voilà, c'est marqué là. Quel programme? Un avenir radieux, plein de possibilités et d'aventures illimitées vous attend. Bon, ben, je prends. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est gentil, je prends. Je vais prendre en photo aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on tombe sur le Fortune Cookie qui nous dit ce genre de choses. Donc je prends en photo, tac. Merci. Merci beaucoup. C'était trop bien. C'était un très bon entretien et très agréable. Je confirme. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout. Alors merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine avec une invitée assez étonnante. À bientôt.